L'équipe de France va battre l'Angleterre. On va voir pourquoi. Bon, je me mouille un peu sur cette vidéo. On vient d'avoir les compos de l'équipe de France et de l'Angleterre. On va revenir dessus. On va revenir aussi également sur Angleterre-Irlande. Comment va se jouer ce match? On va essayer de le deviner avant. Bien évidemment, c'est pour faire rire, hein. C'était une phrase d'accroche. Je pense sincèrement que l'équipe de France va gagner. Maintenant, un match de rugby, on sait très bien qu'il faut mettre les ingrédients. Il faut respecter l'adversaire. Comme d'habitude, ça se gagne d'abord devant avant de jouer derrière. Voilà, tout le b.a.-ba, on le sait, on le connaît. On respecte bien sûr nos adversaires. Mais sur le papier, j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup plus d'arguments que les Anglais. Et en introduction de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner bien sûr, n'hésite pas à follow la chaîne. Et d'ailleurs, ce délicieux mug, le petit bureau, voilà, le mug de l'émission rugby qu'on fait sur Twitch, sur YouTube et en podcast, et écoute, il y aura un mug à gagner dans les commentaires. Donnez-moi le résultat, votre pronostic, et celui qui est le plus proche du pronostic remportera un mug. Voilà, on fait gagner aussi les mugs sur YouTube. La compo de l'équipe de France, la voilà, avec peu de surprises, juste un retour, c'est Damien Penaud, et un remplacement. Romain Ntamack a pris donc 3 matchs de suspension, ça va sans doute être réduit à 2 matchs de suspension, ce qui fait que Romain Ntamack va être absent pendant le match de l'Angleterre, mais entre l'Angleterre et l'Italie, il y a une semaine de top 14, et ça va compter. Donc, il aura purgé ses 2 matchs de suspension. S'il a passé le stage pour apprendre à plaquer avec World Rugby, la sanction passera donc de 3 semaines à 2 semaines. Il sera donc disponible pour l'Italie, et ça c'est une bonne chose parce que Romain Ntamack potentiellement manque un petit peu de rythme. On le voit sur certaines courses avec Antoine Dupont, il se marchait un peu dessus. Je pense que Antoine Dupont en fait beaucoup et en même temps Romain Ntamack peut-être manque un petit peu de rythme, ce qui fait qu'ils auraient pu être mieux disposés l'un l'autre. En tout cas, c'est important pour Romain Ntamack qu'il soit disponible avant l'Irlande parce que s'il revient et qu'on le titularise contre l'Irlande, pas facile. Pas facile. Donc Mathieu Jalibert a été choisi pour le remplacer. Ça a été expliqué par le sélectionneur dès le lendemain en disant non pas que Mathieu Jalibert était pour lui le 10 numéro 2, mais bien qu'il n'y avait pas d'autre solution à l'arrière, pas de Buros, pas de Barré, donc on laisse Thomas Ramos à l'arrière et on met Mathieu Jalibert. Moi, j'adore cette décision parce que, Mathieu Jalibert est le meilleur numéro 10 du top 14 depuis le début de la saison, donc c'est un joueur en forme. Et surtout, Thomas Ramos est le buteur et le seul buteur de ce niveau-là de l'équipe de France. Donc moi, je préfère que mon buteur il soit loin de la zone de 10. Je le dis à chaque fois, mais c'est sûr que je préfère avoir un buteur plus frais, un buteur qui se prend pas des coups parce que le 10 est ciblé et je peux te dire que le 10 va être ciblé. Demande à Prendergast, le 10 irlandais. Il a pris tous les placards à léger retardement. Il fait la passe, tube. Il fait la passe, tube. Les Anglais, ils ont une rush défense et ils voyagent jamais à vide. Et je pense que Mathieu Jalibert va vivre une belle après-midi de rugby comme on les connaît pour un numéro 10. Pour ce qui est du reste de la composition, il n'y a pas de changement. Ce qu'on peut noter, c'est que JB Gros garde le poste de titulaire. Il y avait cette question sur la première composition. Est-ce que au niveau du ranking, JB Gros est dans la tête du sélectionneur le numéro 1 en poste? On pouvait se dire, attendons de voir une autre composition, parce que c'est vrai que il revenait de blessure aussi, une blessure un peu plus grave que celle de Gros. Potentiellement pas un déclassement, mais juste une remise en forme. Bon là, deuxième compo, JB Gros encore en numéro 1. Moi, je sens qu'on va vers tout le délire de Fabien Galtier d'avoir la meilleure équipe pour finir, les finisseurs. Moi, je respecte ça parce que je comprends ça. Je trouve ça assez logique de se dire les moments les plus tendus d'un match, c'est pas les 20 premières minutes, c'est clairement les 20 dernières. Donc c'est là où tu dois avoir des mecs froids, lucides, d'un très très haut niveau. Et franchement, dans cette manière de coacher, surtout pour des avants où on a un rugby, nous, en termes d'avant, très énergivore. En tout cas, les très grosses nations, vraiment, ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie devant. Eh bien, terminer avec un Marchand by Colombe qui rentre, franchement, ça fait pas rire. Alors, Colombe est de nouveau remplaçant. On pouvait peut-être imaginer Tatafou, mais Tatafou est toujours blessé au final. Donc, on aura bien Antonio titulaire et Georges-Henri Colombe remplaçant. Ensuite, là où moi je suis un petit peu saoulé et je ne parle que du sportif, c'est que toute la semaine, on a vu Brennan s'entraîner en poste de 4. Et j'espérais secrètement voir Brennan au moins remplaçant, parce que si Roumat est disponible, on en a besoin en tant que titulaire. Moi, je suis OK avec ça. Mais je pensais voir Brennan passer au-dessus d'Oradou. Je comprends toujours pas pourquoi Oradou est devant Brennan dans la hiérarchie. Je sais que Oradou a un super pouvoir en touche et c'est sûr que quand il rentre, on a ce besoin-là. Voilà, c'est pour ça que Roumat aussi est là. Flamand nous manque bien évidemment.
C'est sûr que si on a Flamand, on n'a pas ce problème-là. Mais Brennan est un jeune joueur qui a franchement du boulot sur un terrain, qui est donc un deuxième ligne, troisième ligne, qui est pas nul en touche. Moi, je le sens supérieur, beaucoup plus proche d'un niveau international, de la férocité, comme nous a dit Fabien Galtier, qu'un Hugo Oradou. On verra peut-être qu'il va me donner tort sur le match, mais j'aurais très clairement préféré Brennan. Après, Guillard, aucun problème, couteau suisse au niveau des avants. Bonne rentrée, à 2 doigts de marquer l'ami Michael Guillard. Et Gégou, qui va devoir aussi montrer tout l'étendue de son talent rugbystique sur le match contre l'Angleterre, parce que il va rentrer dans un gros combat et on a besoin d'un Gégou partout sur le terrain, comme il sait bien le faire depuis le début de la saison avec La Rochelle. Derrière, Nolan Le Garec et Emilien Gaëton, toujours un petit peu déçus pour 2 porteurs, mais Moefana Barassi ont totalement rempli le rôle que leur attribuait Fabien Galtier, à savoir d'être solide défensivement et d'être un appui, un 3e relais après les 2 cellules d'avant, un petit coup de plus avec les centres. En gros, on joue non pas avec des centres, on joue avec des flanqueurs, hein. Très clairement, franchement, on utilise nos centres beaucoup plus comme des points de fixation que comme des 3/4 qui vont jouer les espaces. Alors bien évidemment, pour certains, c'est pas beau, mais si c'est efficace et qu'on gagne le 6 Nations, moi j'ai rien à dire. Bon, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc une équipe d'Angleterre qui change un élément. J'ai l'impression que c'est de l'adaptation par rapport au jeu français, à moins que Freddie Stewart soit blessé, mais c'est bien Marcus Smith qui va jouer à l'arrière de cette équipe, et Finn Smith, le numéro 10 de Northampton, qui va jouer du coup en poste d'ouvreur. Ça reste un jeune numéro 10 qui est plutôt pas mauvais. Bon jeu au pied droit et surtout bon défenseur. Donc on a vu face à une équipe de France avec un jeu, on va dire restrictif à une passe, qui fixe dans les zones 1 mètre, 2 mètres autour des rucks, qui allait avoir pas mal de trafic, et donc il a plutôt besoin d'avoir un 10 d'ores et déjà efficace et bon en défense qu'un Marcus Smith qui va venir se fatiguer, où on voit aussi Marcus Smith aller décaler la ligne avec un Ollie Lawrence qui est beaucoup plus proche des rucks, un Slade et ensuite un Marcus Smith. Et donc forcément, cette perte de temps-là et surtout cette petite faiblesse défensive sur les extérieurs, face à une équipe de France avec des Ramos, avec des Louis Bielbiarré et des Penaud, et ben je pense qu'il a dû trouver une solution. Donc, à mon avis, c'est un peu adaptatif. Et en même temps, là où c'est malin, c'est que ça nous pose une question. L'équipe de France adore l'occupation, mais on aime bien aussi laisser le ballon dans l'aire de jeu et monter, faire confiance à notre défense pour ensuite attraper les adversaires aux alentours des 50 mètres, voire dans leurs 45-40 mètres. Je pense que ça va être le pari. Sauf que, en mettant Marcus Smith, qui est un excellent relanceur, contrairement à Freddie Stewart, qui est... Bon, bah le mec relance, il te fait des cadrages en plâtrage plus que des cadrages débordements, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il peut se permettre, hein, quand tu fais 2 mètres et sans plombe, forcément, c'est plus facile que quand tu fais 1m70 et 37 kilos. Il n'empêche que c'est moins dangereux un mec qui te fonce dedans qu'un mec qui essaie de t'éviter, surtout avec beaucoup de champs, beaucoup de terrain. Donc le fait de mettre Marcus Smith, ça va être un véritable danger. Donc à voir si l'équipe de France décide de trouver les touches ou de laisser le ballon sur l'aire de jeu. Sachant que ça nous pose un autre problème, c'est que l'Angleterre en touche est l'une des meilleures nations des dernières rencontres internationales. Donc là, il nous pose un problème où il nous dit, bah jouez sur Marcus Smith, vous allez vous mettre en danger, ou balancez directement en touche, mais normalement, on va vous embêter. Après, à nous d'adapter au niveau de la touche, à nous d'être solides en défense. Bien évidemment, il n'y a pas de problème sans solution. Mais c'est intéressant. Dans les autres changements, on a donc Hollis Legom qui vient remplacer Cadan Murley, qui avait eu un match plutôt difficile, mais qui s'est blessé à la cheville. Donc du coup, c'est tout à fait logiquement qu'Hollis Legom prend le poste de numéro 11. Moi, je pensais même qu'il allait être titulaire dès le premier match. C'est un ailier qui est plutôt en forme en ce moment, donc c'est un ailier à surveiller. Autre changement, Tom Willis qui débarque et qui décale Ben Earl en numéro 7. On a donc Ben Curry qui passe sur le banc ici. Et après, les autres changements viennent du banc. Le retour de l'ancien capitaine Jamie George. Vous savez tout l'amour que je lui porte. Je trouve que vraiment Théodane se fait avoir sur toute la ligne. À ne pas être sélectionné, c'est une folie. Finn Baxter, Joe Hayes, ils sont rentrés à la 71e minute. C'est vous dire la confiance qu'il a en sa première ligne. Donc je pense que ça peut être très compliqué. C'est là-dessus aussi où on doit être dominant en fin de match. Je me rappelle avoir fait le screen de la sortie de Genge à la 70e minute du match. Il va être rôti, l'ami. Et en plus, s'il enchaîne les matchs comme ça, à sortir à la 70e, 70 minutes d'un match international, un coup contre l'Irlande, un coup contre la France, ça peut être très compliqué pour Baby Rino. Donc moi, je pense que la grosse faiblesse de l'Angleterre, ça reste quand même sa première ligne. Bon, on a certes Ellis Genge, Will Stewart, Luke Owandiki. D'ailleurs, Luke Owandiki, il m'énerve parce que sur les lancers en touche, il est tout le temps comme ça, en préparation. Et on rappelle la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des mouvements parasites. En fait, à partir du moment où on actionne le bras, on doit lancer. Mais lui, comme il fait des mini-mouvements de préparation,
bah les arbitres disent rien, moi ça m'énerve un petit peu, voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi j'ai des petits trucs comme ça, moi, ça, et puis les talonneurs qui mettent leurs deux pieds dans le terrain, moi, c'est des trucs, ça commence à m'énerver un peu. Bref, et le dernier changement, c'est Elliott Daly qui rentre, et pas de Freddie Stewart sur le banc, ce qui est assez surprenant, puisqu'il n'avait pas fait non plus une copie mauvaise. On sait qu'il lui avait préféré Furbank pendant un long moment, qui est beaucoup plus dynamiteur, beaucoup plus créateur d'incertitude au poste d'arrière. Bon, là, il prend un Elliott Daly qui peut jouer deuxième centre, ailier arrière. Donc voilà, il prend un polyvalent, un utility back sur le banc. C'est assez cohérent, même si je ne trouve pas que Daly soit maintenant un game changer. Je trouve que c'est un bon joueur, mais sans super pouvoir, comme Freddie Stewart a par exemple sur la domination dans les airs. Il y a plusieurs points clés pour ce match, notamment la bataille des airs. Ça va être très important puisque les Anglais adorent taper dans le ballon. Vous voyez la statistique contre l'Irlande lors de leur dernier match. C'est un coup de pied tous les 3 ballons et demi joués, donc un coup de pied tous les 3 ou 4 ballons joués. Ce qui veut dire que tu fais une passe, 2 passes, 3 passes, boum. Une passe, 2 passes, 3 passes, boum. Et généralement, la moitié de leurs coups de pied sont des coups de pied de pression, donc c'est chandelle sur les ailes, sur les diagonales, voilà. Soit ça passe directement par Mitchell, soit ça passe par le numéro 10. Là, c'était Marcus Smith, mais potentiellement Finn Smith. Plusieurs fois contre l'Irlande, ils se mettent dans ces situations-là, voilà, dans le jeu, pour avoir des situations favorables pour mettre des coups de pied sur les diagonales. Ça part souvent de la touche. On a donc Maro Itoje qui dévie sur Mitchell. Mitchell, en 2 passes, il passe par le 10. Ensuite, point de fixation, centre du terrain. On a donc l'ailier qui vient mettre un danger sur la ligne des 5 mètres. Et on a Freddie Stewart qui est également un danger en bout de ligne. Et là, vous allez voir que ça va transformer le jeu une fois que ça passe par le point de fixation. Donc là, c'est un peu ralenti par les Irlandais. Du coup, on a un Marcus Smith qui est en panique parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Mais le ballon met trop de temps à sortir. Finalement, on passe par un relais devant. Hop, on arrive sur Marcus Smith. Là, on est monté. On a créé une poche. On a le pauvre arrière qui va se retrouver tout seul. Il va se retrouver au combat face à Freddie Stewart. Et Freddie Stewart va remporter le duel en l'air. Mais on se rend compte que là, vraiment, il y avait un match-up très positif pour les Anglais. Ils se mettent souvent dans ce genre de situation. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver, nous, côté français, puisqu'ils le font pas qu'une fois. Là, je t'ai découpé un seul moment. Mais sincèrement, ils se mettent dans cette situation-là 2, 3 ou au moins 3 fois contre l'Irlande, où ils ont cette volonté-là d'aller chercher les ailes pour récupérer les ballons, pour générer de l'avancée. Bien évidemment, les coups de pied de pression, ils les font également derrière les regroupements. Là, on est vraiment sur une situation où on a Mitchell qui est derrière un ruck. Il met la chandelle de pression. Ça va tomber dans une zone où ça utilise souvent Freeman. Freeman qui fait 1m91, qui sera là contre les Bleus. Donc lui, c'est un danger en l'air. Et on voit James Lowe qui a un peu de retard. Il va arriver au contest. Finalement, les Irlandais vont réussir à récupérer le ballon. Et là où c'est intéressant, c'est que sur ce genre de situation, ils engagent beaucoup de joueurs sur une faible zone du terrain. Et donc, ils peuvent se retrouver dans la merde. Comme là, récupération de l'Irlande. Et là, ils se retrouvent dans une zone extrêmement faible. Et je trouve que les Irlandais font trop de passes. Puisque là, je me suis trompé sur mon visuel. Mais ça repasse par une cellule d'avant qui feinte, qui met un dos sur Prendergast. Et Prendergast ne saute pas, mais il vient jouer sur Keenan, qui lui vient jouer une sautée après sur Aki, qui va générer de l'avancée. Et en fait, les Irlandais qui partent d'un coup de pied de pression ici, vont se retrouver avec un vrai ballon et de l'avancée, là, alors qu'ils ont globalement manqué de vitesse dans les transmissions. J'ose même pas imaginer ça avec un Barassi, avec un LBB, avec un Ramos. Ça peut leur faire très très mal. Donc le jeu de la bataille en l'air, sur ces zones, on va dire dans les zones de couloir avec la bataille des ailiers et de l'arrière, va être hyper importante parce que c'est presque un qui tout double. Même si j'estime que quand les Anglais récupèrent ce genre de ballon, sauf dinguerie où la balle est roule et vraiment ça t'arrive dans ton embut, mais globalement quand ils récupèrent la balle après, dans la transformation du jeu, je les trouve pas encore ultra saillants, ultra efficaces. Mais si par contre on récupère ça et qu'ils se consomment un peu trop, là on va pouvoir les sanctionner. Ballon de récup, boum boum boum, en mode équipe de France, efficace, ballon de turnover, essai. Il y a un autre point à noter bien sûr avec l'Angleterre, c'est la rush défense, donc une défense extrêmement rapide en sprint qui vient attaquer le centre du terrain. D'abord, le côté positif de cette défense, c'est beaucoup de plaquages, peu de plaquages manqués, beaucoup de plaquages dominants et des turnovers gagnés parce que forcément, ils te foutent l'attaque sur le reculoir. Donc, soit tu récupères des pénalités, soit tu récupères carrément le ballon. Le truc de leur défense et le point extrêmement négatif, et vous allez voir la corrélation avec l'équipe de France, c'est que souvent leur plaquage n'empêche pas les offloads, donc le jeu debout. Et c'est vrai que cette équipe de France-là, avec les Meafou, avec les Aldrit, avec les Moefana, les Barassi, on arrive beaucoup à les fixer, sortir les bras et faire jouer et prendre de vitesse les équipes d'en face. Eh bien, cette défense-là, c'est à noter quand même. Ça t'attrape aux jambes, ça t'impacte.
mais tu as souvent les bras libres. Et il y a un autre point intéressant aussi sur cette rush défense, c'est que forcément quand on part en sprint, on met une espèce de pointe, on met un runner qui sort un peu plus de la ligne. Là en l'occurrence ils sont deux pour essayer de mettre la pression au porteur ou à celui qui va jouer dans le dos. Souvent là le 10 fait un pivot ou alors c'est un avant qui fait un pivot et puis on va encore perdre 10 mètres sur une passe. Et donc forcément quand la défense monte en sprint, elle met une énorme pression et sur le passeur et sur le receveur. Là notamment c'est une action où Itoje va attraper Bilam en même temps que le ballon, ce qui fait que Bilam va exploser. Bon, sur le plaquage, il va faire un en avant, mais ça a failli faire un ballon de récupération essai de Mitchell dans la foulée. Un truc que je veux noter, c'est que nous, on a un numéro 10. Du coup, on va jouer avec Jalibert. Jalibert, c'est quoi sa spéciale? Sa spéciale, c'est le petit chip, le petit par-dessus de la ligne de défense. Et face à une défense qui monte très très fort, jouer juste derrière elle, c'est une zone qu'ils ne peuvent pas nécessairement défendre. Et moi, je me dis qu'un coup de pied masqué avec un mec à l'intérieur qui monte ou derrière un regroupement centre du terrain, le petit par-dessus de Dupont, Ramos qui transperce, et bah à mon avis, c'est une clé à jouer face à ces Anglais-là. J'ai un autre truc à noter, et ceux qui ont vu la vidéo de Rugby, bah ça va pas vous surprendre, puisque j'ai eu Charles au téléphone, sachez qu'on se connaît très bien, et qu'on s'appelle souvent, et qu'on parle souvent rugby ensemble. Si vous ne connaissez pas la chaîne Up Rugby, c'est très très bien. C'est un très haut niveau d'analyse tactique du rugby, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir des youtubeurs français comme ça. Et on a remarqué la même chose, c'est que sur les engagements, ils engagent au centre, ils mettent directement une pression sur les receveurs. On sait que nous, pendant très longtemps, on n'a pas été extrêmement bon sur les réceptions. Et là, on voit plusieurs fois. Donc là, 53e, ça engage au centre. Là, pareil, début de match, ça engage au centre. Là, encore une fois, ça engage au centre. Ils veulent vraiment, je crois que sur 7 renvois, il y en a 6 au centre. Et c'est intéressant parce que c'est des renvois au centre contestables. On est aux alentours des 15 mètres. Donc là, les joueurs ont le temps de monter et de mettre la pression. Et donc, tu peux récupérer directement un ballon dans le camp adverse. Et ça, là-dessus, il va falloir qu'on soit vigilant sur notre axe central avec Moefana, Boudéan, Ramos, qui est vraiment dans notre axe central. Par contre, ils vont jouer avec Finn Smith. Et à un moment donné dans le match, ils jouent avec Finn Smith, mais c'est quand même Marcus Smith qui prend l'engagement. Et il leur arrive un petit souci. C'est que Marcus Smith, il engage, pareil, plein axe, mais un tout petit peu trop profond, comme vous le voyez sur les images. Et hop, il se retrouve dans la merde parce qu'il y a un énorme coup de chausson pour trouver le 50-22, et Marcus Smith qui doit couvrir en tant qu'arrière, il est un peu à la bourre, et il a de la chance sur le rebond après laisse le ballon sur le terrain, mais imagine, tu fais un renvoi un petit peu trop long sur Thomas Ramos, et tu couvres pas l'arrière. Je peux dire que Thomas Ramos, il lui faut pas plus de 3 secondes pour le voir, poum, coup de chausson, et là ça peut te foutre dans la merde. Je pense que Finn Smith va prendre les engagements. Parce qu'à mon avis, quand tu es sélectionneur et que tu vois ça, une fois mais pas deux. Et autant ils sont pas mauvais sur les engagements, autant sur les réceptions, ils ont aussi des soucis. Dans le petit bureau, j'ai parlé d'un analyste qui s'appelle Brett, B-R-E-T, Igo, I-G-O-E, si je dis pas de bêtises, que j'aime bien suivre parce qu'il est extrêmement bon, extrêmement fort. Et il avait noté que sur les engagements, les Anglais avaient des grandes difficultés, notamment si on fait bouger leurs cellules. C'est-à-dire que souvent, on a des cellules de 3 extrêmement mobiles pour essayer de lever les gars et récupérer les coups d'envoi. Mais il suffit de raccourcir un peu le coup de pied ou de lober cette cellule. Alors, c'est des coups de pied extrêmement précis. Quand ça tombe juste devant les 22 mètres comme ça, c'est magnifique. Mais il a noté que sur tous leurs matchs de novembre, les Anglais avaient des vraies difficultés là-dessus. Et patatras, sur le premier engagement, je crois, des Irlandais du match, ça lobe la cellule. Le mec ne capte pas le ballon. Ben Earl derrière, il est surpris. Poum, en avant. Mais l'Irlande. Donc il y a peut-être un truc à faire aussi de notre côté à ce niveau-là. Voilà pour mon analyse de la composition et de l'avant-match entre la France et l'Angleterre. Je vois une victoire des Bleus, je les vois avec 8 points d'avance. Pas forcément un match facile, c'est pas un match facile, c'est une équipe extrêmement féroce, comme l'a dit Fabien Galtier bien sûr. Mais nous aussi, je peux te dire que Boudéan, ça a bougé aussi de la viande. Donc voilà, j'espère bien sûr une victoire des Bleus. Après on sait jamais, il faut toujours mettre les bons ingrédients dans un match de rugby, sinon tu te fais punir. Mais j'ai confiance en nos Bleus, on a beaucoup plus de talent dans nos lignes, maintenant il faut que ça s'exprime. Il n'y a plus qu'à, le match est samedi, en viewing party sur la chaîne de Rivenzi pour le France-Angleterre du 6 Nations. Mais je ferai sur ma chaîne la viewing party des autres matchs du 6 Nations. Et vendredi soir, vous pouvez me retrouver également sur Twitch et sur YouTube pour commenter les U20. La France U20 se déplace en Angleterre et c'est potentiellement la finale avant l'heure du tournoi. Donc, soyez présents. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, à très vite. Ciao les potes.